Bonjour à toutes et à tous. Je suis navré de ne pas être parmi vous aujourd'hui pour ce colloque consacré à la gestion de l'eau en montagne. Je vous souhaite un très bon colloque et j'imagine que la GEMAPI sera au centre des débats. Vous le savez, la France est périodiquement confrontée à des inondations catastrophiques. En écho aux crues survenues à Lourdes l'année dernière, des crues torrentielles ont touché le nord du département de l'Hérault, voici 3 semaines, et fait 4 morts à La Malou-les-Bains. Les acteurs du tourisme et les élus locaux de cette petite station thermale, située dans le parc du Haut-Languedoc, ne pouvaient pas ignorer les risques qu'encourent les campings et les immeubles d'habitation situés sur les parcelles riveraines du Bitoulet. Les cours d'eau de la région sont très connus pour leurs crues soudaines. Le 29 septembre, quelques jours plus tard, ce sont des inondations pluviales cette fois, qui ont causé d'importants dégâts dans l'aire montpelliéraine. Hier, le 6 octobre, un nouvel épisode cévenol a touché Grabel et Saint-Gély-du-Fesque. À Lattes, en aval immédiat de Montpellier, une digue de la Mosson a même cédé. Les images spectaculaires qui ont circulé dans les médias nationaux la semaine dernière ont montré une nouvelle fois combien nos réseaux d'eau, d'énergie et de transport demeurent vulnérables aux inondations dans un territoire pourtant, là encore, habitué aux épisodes pluvieux orageux. Les bâtiments, même les plus récents, ont été impactés. Ce qui me fait dire que les maîtres d'ouvrage, privés comme publics, n'ont pas pris la mesure du risque qui doit être intégré dès la phase de programmation urbaine par les concepteurs. Du Grand Bornand en 1987, à Draguignan en 2010, de Lourdes en 2013, à La Malou-les-Bains cette année, la question du risque inondation ressurgit avec violence dans notre actualité, en dépit de programmes de travaux, peut-être encore trop axés sur la seule protection. Dans le domaine de la prévention des inondations, notre pays connaît donc des difficultés. Ce n'est pas faute d'avoir mis en place, à grand renfort d'études hydrauliques, 3 outils de planification, à savoir, dès 1935, les plans de sol submersibles. 50 ans plus tard, en 1982, les plans d'exposition au risque d'inondation. Et enfin, à l'occasion de la loi Barnier du 2 février 1995, les plans de prévention des risques d'inondation qui se sont substitués au PERI. Ces derniers, les PPRI, peuvent être aujourd'hui opportunément complétés par des programmes d'action et de prévention des inondations, les PAPI, mis en place dans le prolongement de la loi Bachelot de 2003. De surcroît, les maires ont aussi à leur disposition, d'une part, l'article R111-2 du Code de l'urbanisme et, d'autre part, l'article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, pour bloquer des projets d'aménagement susceptibles d'exposer de façon irrationnelle les biens et les personnes au risque d'inondation. La prévention des inondations n'est pas, ceci dit, le seul défi majeur auquel les pouvoirs publics ont affaire. L'autre grand challenge de la gestion de l'eau est celui de la reconquête de la qualité des eaux. Or, la France n'atteindra pas, d'ici 2015, les objectifs de bon état écologique qu'elle s'était fixés pour répondre aux injonctions de la directive cadre européenne sur l'eau. Le modèle français de la gestion de l'eau atteint-il ses limites? Du rapport de la Cour des comptes de 2010 à celui sur l'évaluation de la politique de l'eau en France de 2013, en passant par les rapports Keller ou Miquel de 2007 et de 2003, beaucoup s'interrogent aujourd'hui sur l'efficacité d'une politique de l'eau devenue très complexe et peut-être trop chère au regard des résultats obtenus jusqu'à présent. Mais revenons à la genèse de la politique de l'eau. Revenons aux principes et à l'organisation territoriale de la gestion de l'eau. Dès les années 60, les pouvoirs publics ont mis en place 6 agences financières de bassin, devenues les agences de l'eau Loire-Bretagne, Artois-Picardie, Rhin-Meuse, Adour-Garonne, Seine-Normandie, Rhône-Méditerranée et Corse. Les périmètres de gestion des agences de l'eau ne sont pas à proprement parler des bassins versants. En effet, un bassin versant désigne une aire délimitée par des lignes de crête qui drainent l'ensemble de ces eaux vers un exutoire commun, rivière,
fleuves, lacs ou mer. Les zones de gestion des agences de l'eau associent en réalité des bassins versants plus ou moins vastes et parfois de nature très différente. Quel rapport existe-t-il par exemple entre les petits bassins versants des fleuves côtiers normands et le grand bassin de la Seine? Il a été décidé à l'époque que les agences devaient asseoir leur action sur des espaces assez peuplés pour compter suffisamment d'usagers redevables, c'est-à-dire payant des redevances. En outre, il fallait limiter le nombre des agences dans un souci de cohérence administrative. Avec la première loi sur l'eau, adoptée en 1964, le législateur poursuivait principalement 3 objectifs. Premier objectif, fixer un cadre d'intervention aux agences de l'eau pour lutter contre les pollutions industrielles et urbaines. À cette date, les pollutions agricoles étaient méconnues ou sous-estimées. La politique agricole commune se mettait en place exactement à la même période. Deuxième objectif, créer des solidarités en favorisant la concertation de façon à limiter les conflits d'usage. Il fallait, en quelque sorte, désectorialiser la gestion de l'eau sans toutefois remettre en question les centaines d'organismes intercommunaux chargés de l'adduction en eau potable et de l'assainissement des eaux usées. Des comités de bassin composés d'associations, d'administrations et de collectivités ont été installés dans des aires calquées sur celles des agences de l'eau. Souvent présentés par l'État comme des parlements de l'eau, ces organismes de bassin ont toujours pour rôle d'orienter et de valider l'action des agences de l'eau. Il ne faut pas se méprendre toutefois. Ce sont les agences de l'eau qui sont à la manœuvre car elles préparent et conseillent presque toujours les comités de bassin. Troisième objectif, mettre en œuvre des instruments économiques incitatifs tels le principe pollueur, utilisateur, payeur. Il faut noter, au passage, qu'il y avait donc d'un côté un bloc législatif et réglementaire relatif à la lutte contre la pollution des eaux, et d'un autre côté un bloc dédié à la gestion des inondations. Et c'est toujours plus ou moins le cas, même si les territoires locaux, les bassins versants, sont des intégrateurs des politiques sectorielles. Initialement, les agences de l'eau percevaient le produit de 2 types de redevances. Une redevance sur les prélèvements et une redevance sur la pollution des eaux, en vertu de l'application du principe pollueur, utilisateur, payeur. Le produit des redevances était ensuite redistribué dans le cadre de programmes pluriannuels de lutte contre les pollutions, très largement axés sur l'assainissement urbain et industriel. Pour la période allant de 2007 à 2012, le produit des redevances, qui s'élève quand même à 11 milliards d'euros, a majoritairement été ventilé sous forme de subventions d'investissement et de prêts sans intérêt. Aussi, les usagers redevables, c'est-à-dire les villes, les aménageurs, les industriels et les agriculteurs, sont aussi de facto bénéficiaires des aides versées par les agences de l'eau. Mais la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de décembre 2006 a modifié le régime des redevances à compter de 2008 et au passage l'a singulièrement compliqué. La loi définit désormais 7 redevances réparties en 3 grands types. Type 1. Certaines redevances sont reprises de l'existant, comme la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique. Type 2. Des redevances sont entièrement nouvelles. Par exemple, la redevance pour obstacles sur les cours d'eau. Type 3. Des redevances sont venues se substituer à des taxes existantes, comme la redevance pour pollution diffuse agricole, qui remplace la fameuse taxe générale sur les activités polluantes phytosanitaires. La loi précise les assiettes et fixe des tarifs plafonds. Les instances de bassin, elles, définissent la politique de zonage et adoptent des taux. La loi dispose que ces redevances sont établies en application du principe de prévention et en application du principe de réparation des dommages à l'environnement. En 1998, la Cour des comptes estimait, concernant le système de redevance des agences de l'eau, que la contribution des ménages est beaucoup plus élevée que celle des agriculteurs et des industriels,
alors que la pollution qui leur sont respectivement imputables sont dans le rapport inverse. 4 ans plus tard, un autre rapport de la Cour des comptes, relatif celui-là à la pollution des eaux en Bretagne, constatait que, je cite, « le rôle de l'agence de l'eau tient aussi à son système de redevance qui pourrait constituer un instrument fiscal incitatif puissant de lutte contre la pollution s'il n'est à utiliser dans des conditions systématiquement favorables aux agriculteurs. » Depuis, la situation n'a pas fondamentalement changé, en témoignent les avertissements répétés de la Cour de justice des communautés européennes et, surtout, le désarroi des fonctionnaires en charge de la protection de l'environnement, en particulier ceux de l'ONEMA. Pour reprendre le fil de la chronologie de la mise en œuvre de la politique de l'eau, revenons aux années 80 et 90. C'est durant cette période que l'action publique dans le domaine de l'eau s'est considérablement diversifiée à l'échelon local en raison de la décentralisation et du renforcement de la coopération intercommunale. Paradoxalement, l'européanisation des politiques de l'eau a également favorisé l'action locale en posant notamment le principe de la concertation et de l'information du public. Enfin, les pouvoirs publics français ont constaté que le désintérêt des propriétaires riverains exigeait une stratégie de responsabilisation des riverains doublée d'un transfert de compétences vers les collectivités de plus en plus amenées à se substituer aux riverains. Dans le prolongement des contrats de rivière, institués en 1981, le législateur a comblé, avec la loi sur l'eau de 1992, une importante lacune de la politique de l'eau en développant 2 outils de planification spécialement dédiés à l'aménagement et à la gestion des eaux, à savoir les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux à l'échelle des territoires d'intervention des agences de l'eau et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux à une échelle beaucoup plus locale. Ces outils allaient permettre aux agences de l'eau d'optimiser leurs interventions financières faites dans le cadre de leur programme pluriannuel. Revenons tour à tour sur le SDAGE et le SAGE. Le SDAGE, d'abord, fixe les orientations fondamentales permettant de satisfaire une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Les SDAGE, approuvés pour la première fois en 1996, en application de la loi sur l'eau de 92, ont été mis à jour fin 2009 pour répondre aux exigences de la DCE. Ils incluent désormais les plans de gestion prévus par cette directive. Le SDAGE est élaboré et adopté par le comité de bassin et il est approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Il est établi pour la durée d'un cycle de gestion de 6 ans, 2010-2015, 2016-2021 et ainsi de suite, et il est accompagné d'un programme de mesures qui identifie les mesures clés permettant d'atteindre les objectifs définis. Les documents d'urbanisme, les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau, ainsi que les schémas départementaux de carrière, doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du SDAGE. Le SAGE fixe des objectifs d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau, et il doit être compatible avec le SDAGE. Le SAGE est un document élaboré par les représentants des acteurs locaux, c'est-à-dire les élus, les associations, les représentants de l'État, lesquels sont réunis au sein de la commission locale de l'eau. C'est en quelque sorte un petit parlement de l'eau. Ces acteurs locaux établissent un projet pour une gestion concertée et collective de l'eau. En simplifiant beaucoup, on peut dire que le SAGE permet aux acteurs locaux de dire ce qu'ils s'interdisent de faire, c'est un outil à portée réglementaire, tandis que les contrats de milieu les autorisent à engager des études et des travaux, parfois prédéfinis ou déjà financés, et ce avec une relative souplesse. En 2014, on compte presque 150 SAGE à différents stades et environ 200 contrats de milieu, sachant que les contrats ont une durée de 5 à 7 ans et ils sont renouvelables. Dans le même temps, c'est-à-dire des années 80 à aujourd'hui, les collectivités territoriales se sont petit à petit regroupées au sein de structures comme les établissements publics territoriaux de bassin,
afin de construire une politique plus préventive que par le passé, et de greffer la protection et la restauration des milieux aquatiques à la prévention du risque d'inondation. L'État, quant à lui, s'est recentré sur des missions jugées prioritaires, à commencer par la protection contre les crues et la police de l'eau. Il reste cependant un acteur clé à travers les financements accordés par les agences de l'eau. Mais l'approche centralisatrice et descendante de l'État a progressivement laissé place à des structures locales et adaptées aux enjeux propres à chaque territoire. Le bassin versant s'est imposé aux gestionnaires, et en particulier aux élus locaux, devenus de facto les véritables artisans de la politique de l'eau. Pour autant, les échelles, disons, traditionnelles de gestion des eaux n'ont pas, dans le même temps, disparu. L'eau potable et l'assainissement relèvent toujours, ou presque, de structures intercommunales, la police de l'eau d'administration publique départementale, etc. La GEMAPI va-t-elle bouleverser le paysage institutionnel? D'après ce que j'observe, c'est moins le transfert de nouvelles compétences vers les métropoles et les EPCI qui pose problème que les interrogations soulevées par la réforme territoriale et l'accroissement de la dette publique. Comment prétendre mettre en place une gouvernance de l'eau à l'échelle des bassins quand l'existence même des organisations locales est remise en cause? Quel avenir faut-il imaginer pour les ententes interdépartementales au moment où il est question de supprimer les départements? Comment, enfin, financer des programmes de restauration plus ambitieux et pérenniser les emplois environnementaux alors que les rentrées fiscales sont au-dessous des prévisions en raison de l'importance des prélèvements obligatoires? Autre débat à ouvrir. À moyen terme, la traduction de la réorganisation des collectivités territoriales pourrait déboucher sur une remise en cause, par certaines d'entre elles, du bassin versant comme entité privilégiée de la gestion intégrée de l'eau. Moyennant quoi, l'avancée législative de 2014 aurait pour conséquence la déconstruction du cadre territorial que les gestionnaires de l'eau ont eu tant de mal à imposer. Au total, la maîtrise technique du petit cycle de l'eau, permise grâce au savoir-faire des ingénieurs et techniciens de l'eau, masque mal les conséquences écologiques des pollutions d'origine agricole, de la réduction spectaculaire des zones humides ou encore d'un développement urbain parfois mal maîtrisé. Au reste, l'amélioration de la qualité de l'eau du robinet s'est mécaniquement traduite par une augmentation des prix de l'eau dans les années 80 à 2000, même si, depuis les années 2000, on observe un tassement depuis que les élus ont renégocié leurs contrats avec les prestataires privés et remis à plat le fonctionnement des régies municipales. Parmi les points durs sur lesquels bute toujours la politique de l'eau en France, les principaux sont sans doute les suivants. D'abord, vous l'aurez compris, l'échec de la politique de l'eau face aux intérêts du monde agricole est tout à fait manifeste. Ensuite, il y a des contradictions majeures au niveau européen entre les orientations relatives aux énergies renouvelables, qui passent forcément par la construction d'ouvrages hydroélectriques, et la politique d'effacement des seuils et des barrages pour restaurer des continuités écologiques et faciliter l'accès et la circulation des espèces comme le saumon, l'anguille ou autres. Troisièmement, il y a un déséquilibre manifeste, là encore, entre la carotte et le bâton dans notre politique de l'eau. La police de l'eau est dotée de moyens dérisoires, avec moins de 600 équivalents temps plein pour près de 275 000 km de cours d'eau. Enfin, c'est le dernier point, les règles de protection de la ressource, de conservation des milieux humides, ou encore d'inconstructibilité en zone inondable. Ces règles sont presque toujours perçues comme des contraintes par les aménageurs et parfois par les élus locaux, y compris ceux qui siègent au sein d'instances comme les comités de bassin. Après un bref tour d'horizon européen, on peut toujours se consoler en se disant que l'herbe n'est pas plus verte chez nos voisins, qui sont, eux aussi, confrontés à ces problèmes. En montagne, je suppose que les enjeux sont nombreux. Les besoins en neige artificielle, les aménagements des terrains au profit des sports d'hiver, la multiplication des infrastructures linéaires en fond de vallée
ou bien encore la saisonnalité marquée de certaines stations gourmandes en eau, pose d'innombrables problèmes de gouvernance auxquels la solution ne viendra certainement pas d'en haut, mais des acteurs locaux eux-mêmes. Bon colloque et merci de votre attention.